un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Une bataille s'engage ce soir à l'ONU sur la proposition russe, vous le savez, de mettre l'arsenal chimique syrien sous contrôle international. Eh bien, on l'a appris tout à l'heure, la Russie n'accepte pas le projet de résolution français. Alors, pourquoi un compromis peut-il être trouvé? On parle ce soir dans le débat de cette bataille diplomatique. On en parle avec Sergueï Parinov. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller presse à l'ambassade de Russie. Vous nous expliquerez pourquoi vous ne voulez pas ce soir de ce projet de résolution français. La Russie qui veut déposer son propre projet, son propre projet de résolution. Firas Kantar, bonsoir. Vous êtes militant franco-syrien pour Souria Ouria, qui est un groupe de soutien à la révolution du peuple syrien. Nous sommes en direct de Washington avec notre correspondant Stanislas de Saint-Hippolyte. Bonsoir. Et puis on attend d'une minute à l'autre, il est un peu en retard, Eduardo Riancipel, qui est porte-parole du Parti socialiste, député PS de Seine-et-Marne. Alors je vous propose tout de suite de vous montrer les trois conditions, on va le regarder en image, les trois conditions posées donc par la France à la proposition russe, parce que Paris, mais également Washington, sont ce soir extrêmement prudents quant à cette proposition. La France pose donc trois conditions: contrôle puis démantèlement de l'armement chimique syrien, résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations Unies, et la réunion va démarrer, vous le savez, à 22h heure de Paris ce soir. Et enfin, la France veut que les responsables de l'attaque chimique du 21 août soient punis et que la Cour pénale internationale soit saisie. Sergueï Parinov, la France, la Russie ne veut pas de ce projet de résolution français. Pourquoi ? Voyez-vous, le dossier est compliqué et il est géré en temps réel par mes collègues à Moscou et à Washington. À New York, pardon, excusez-moi. Ici à Paris, on est diplomate en France. On est surtout dans le bilatéral. Donc, sur ce cas-là, malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous donner les détails, tout simplement puisque je ne les connais pas. Je ne reçois pas ces informations en temps réel. Mais logiquement, la troisième condition, les responsables de l'attaque chimique du 21 août doivent être punis. Avant tout, il faut que ces responsables soient établis. Et ça, du point de vue russe, c'est loin d'être prouvé. Puis, une résolution contraignante, c'est une position de force dans la négociation. Tu fais ce que je te dis ou je te frappe. C'est comme ça qu'on négocie. Excusez-moi, mais ce n'est pas la négociation entre les partenaires. C'est une négociation du point de force, c'est l'imposition d'une solution. Et dès le début, donc, on était d'accord. Donc pas question de résolution sous chapitre 7 des Nations Unies. On était d'accord dès le début que la solution du crise ne peut être que négociée. Et c'est uniquement au peuple syrien de décider le destin de leur pays, de décider qui et comment doit le gérer. Dès le début du conflit, il y a plein de questions qui se posent. Car dès le début, vos collègues des médias occidentaux ont désigné des gentils et des méchants. Le méchant, c'est Bachar al-Assad et son régime. C'est lui qui est le bouc émissaire, c'est lui qui est responsable du tout. Pourtant, ce n'est pas lui qui a torpillé toutes les tentatives de négociation. C'est pas lui qui a empêché l'application de communiqué de Genève, la première conférence sur la Syrie. C'est pas lui qui s'oppose à la conférence 2. C'est pas lui qui réclame, qui rejette cette initiative de Russie de mettre sous contrôle les arsenaux chimiques. Et enfin, le dernier moment, cette fameuse attaque chimique du 21 août, la question se pose: à qui profite le crime? Le rasoir d'Occam. Sachant qu'à plusieurs reprises, il a été répété par les Américains et par d'autres pays que l'utilisation d'armes chimiques, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Sachant que ça s'est passé à la veille de la visite des inspecteurs de l'ONU. Comment Bachar el-Assad, d'autant plus qu'en ce moment, militairement, il se sent très bien. Il marque des points sur le terrain et cette attaque chimique, pour lui, n'était pas décisive du tout. Pourquoi le faire? Se tirer une balle dans le pied. Ce que vous voudrez quand même comprendre, c'est que vous avez fait une proposition qui est de mettre l'arsenal chimique syrien sous contrôle international. Il va quand même falloir des engagements de la part du régime syrien. Il faut bien que cet arsenal va être placé sous qui? C'est l'ONU qui va... Ou ce sont les Russes et les Syriens qui vont contrôler cet arsenal? Le vrai travail commence. L'initiative a été formulée. Elle a été acceptée par les Syriens,
par Damas. Elle a été acceptée par les Américains. Maintenant, c'est un vrai travail d'expert qui doit commencer. Et c'est là où le diable est dans le détail. Et si le régime syrien ne donne pas ses armes chimiques? Et s'il s'avère que l'attaque du 21 août est due aux forces de l'opposition, dont a parlé d'ailleurs hier le journaliste belge, otage pendant 6 mois Il a en entendu Syrie. une conversation. Une conversation, mais là, il a été dit que ça demande d'être examiné, étudié et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion. En tout cas, Tandis ce soir, que les reportages du Monsieur Monde... Parinov, en tout cas, ce soir, vous admettez que, ce qui n'a pas toujours été le cas de la Russie, vous admettez quand même ce soir que la Syrie a bien un arsenal chimique. Bien sûr, tout le monde le connaît. D'accord. Et d'ailleurs, encore une chose intéressante, à compte-gouttes, mais ces informations commencent à apparaître dans la presse, y compris occidentale. La Stampa, notamment, a publié 2 jours une étude très intéressante et très profonde. Jusqu'à 2012, les Syriens achetaient des précurseurs pour la fabrication des armes chimiques aux Britanniques. Jusqu'à 2012, les Britanniques leur livraient ce genre de produits. Et les technologies nécessaires ont été acquises dans des années 80 à 90 auprès des Néerlandais, des Autrichiens, des Allemands et des Français y compris. Alors, ce qu'on retient ce soir, Monsieur Parinov, c'est qu'en tout cas, la Russie ne votera pas un projet de résolution sous chapitre 7 des Nations Unies où il y a donc moi de prendre un recours à la force. Mais en tout cas, c'est ce qu'on comprend en filigrane de ce que vous nous dites. Je présume que non. Firas Kantar, merci, quand vous entendez Monsieur Parinov, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un double langage et que finalement la Russie cherche à donner du temps au régime syrien? Oui, c'est une manœuvre, clairement. Aujourd'hui, la position russe, les Russes se font l'écho du régime syrien. Quand depuis le début, ils essayent de mettre le doute sur qui a utilisé cette arme chimique. Or, vous demandez n'importe quel expert chimique, il vous expliquera qu'on ne fabrique pas une arme chimique dans une cuisine. C'est pas dans la capacité des rebelles aujourd'hui, de cette rébellion qui ne trouvent pas de quoi des balles pour mettre dans leur Kalachnikov, de s'en prendre, de fabriquer ces armes chimiques. Ça nécessite des laboratoires. Il faut une technologie pour la diffusion dans l'air. Et ça, c'est loin d'être dans les capacités de... Oui, mais Monsieur Kantar, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même la réalité, c'est que personne ne peut apporter aujourd'hui des preuves, même pas le gouvernement français à son opinion publique. C'est vrai aussi pour les Américains, des preuves concrètes et réelles que c'est bien le régime de Damas qui a utilisé ces armes chimiques. Des journalistes ont été sur place. Quand il y a eu l'attaque chimique, le régime a mis 4 jours avant de permettre aux enquêteurs de l'ONU d'aller sur place, 4 jours, pendant lesquels il a rasé la zone à l'artillerie lourde pour enlever toute trace. Et sous la pression américaine, ils ont dû accepter que les enquêteurs se déplacent, mais sans, en plus dans l'enquête de l'ONU, sans dire qui est le coupable. Ils n'ont pas accepté. Le régime syrien, c'était une des conditions pour que les enquêteurs se rendent sur place, c'est de ne pas montrer le coupable du doigt. Pourquoi ? Bien sûr, c'est une manœuvre. Dans la politique, on ne va pas dire, les Russes vont manœuvrer, ils ne vont pas vous dire, ils ne vont pas vous expliquer qu'on sait que c'est le régime syrien qui a utilisé les armes chimiques. Bien sûr que, voilà, dans les discussions internationales, ça se passe comme ça. Les Russes affirment qu'on ne sait pas, on met le doute. Les opinions publiques, bien sûr, ne savent pas vraiment comment on manipule une arme chimique. Or, il faut des laboratoires, il faut des concentrations, il faut des sas. Et on essaie de faire croire que cette opposition est à la capacité de fabriquer... Donc vous, ce que vous nous dites, ce n'est pas, on est toujours dans cette bataille-là... Fabriquer des armes chimiques, c'est une chose. Les utiliser, c'en est une autre. Oui, tout à fait. La télé syrienne... Je suis incapable de fabriquer une Kalachnikov, mais je suis tout à fait capable de m'en servir. La télévision syrienne nous a montré des bonbonnes de gaz made en Arabie Saoudite. Comprenez, ils ont dit des bonbonnes de gaz avec un gaz, voilà, la propagande syrienne nous montrait des bonbonnes de gaz où il y avait écrit dessus made en Arabie Saoudite. Quand même, il faut quand même... Sergueï Parinov. La propagande est reprise par vos services, le premier incident chimique s'est produit fin mars 19, je crois, sauf erreur de ma part, non loin d'Alep. C'est en ce moment que le régime Damas a demandé l'envoi d'une mission d'inspection, ce qui n'a pas eu lieu. Vous savez que... Début juillet, Monde a diffusé une série de reportages prouvant, paraît-il, l'utilisation des armes chimiques à petite échelle localement par le régime de Damas. Ils prétendaient que les journalistes ont amené avec eux des échantillons qui ont été remis aux experts pour analyse. On n'en a jamais entendu parler depuis. Et les images qui illustraient ces reportages, je ne suis pas un expert en domaine militaire. Je suis juste quelqu'un qui a passé 2 ans en caserne et ça me laisse de très, très fortes doutes. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas un commando. Mais les images que j'ai vues, restant politiquement correctes, je dirais
avait pour moi l'air d'une mise en scène pure et dure. Alors, la France a accueilli cette proposition russe, et ça c'était ce matin, avec intérêt et prudence. C'est ce qu'a dit le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Je vous propose de l'écouter. Nous accueillons cette nouvelle position avec intérêt, mais aussi avec précaution. Nous ne voulons pas qu'elle puisse être utilisée comme une manœuvre de diversion. Monsieur Parrinov, qu'est-ce que vous répondez à Laurent Fabius sur ces manœuvres de diversion? Et d'ailleurs, ce soir, j'imagine que la France va se dire, au vu de ce nom russe à ce projet de résolution, va se dire, voilà, c'était une manœuvre de diversion. On avait raison d'être extrêmement prudent. Comme disait Henry Ford, je crois, la voiture peut être de toute couleur si elle est noire. Donc, la position, nous acceptons les négociations à condition que le résultat sera celui qui nous convient. Ce n'est pas une position de discussion. On rejoint Stanislas de Saint-Hippolyte en direct de Washington. Stanislas, on l'a bien compris, une bataille s'engage ce soir aux Nations Unies. Oui, les Américains sont prêts à attendre cette proposition russe, mais John Kerry l'a dit ce matin, il était devant la commission des forces armées du Congrès. Il l'a dit, nous attendrons, mais nous n'attendrons pas longtemps. Il y a vraiment beaucoup de scepticisme côté américain sur cette manœuvre russe. Et John Kerry s'adressait aux membres du Congrès en disant « Votez cette résolution américaine qui donnerait à la Maison-Blanche, à Barack Obama, le pouvoir de frapper sur la Syrie, parce que c'est quand on a cette possibilité, cette menace des armes que les avancées se font. Et il faut absolument que nous gardions cette menace très présente. Nous n'attendrons pas très longtemps. » Il y a beaucoup de doutes côté américain. John Kerry vient de redonner quelques chiffres devant cette commission ce matin. Il explique qu'il y a à peu près 1000 tonnes d'agents chimiques présents entre les mains du régime de Bachar el-Assad, que ce soit du gaz moutarde, du gaz sarin ou du VX. La plupart des agents sont stockés de manière binaire, c'est-à-dire séparés, ils ne sont pas agis, mais certains sont déjà ensemble, chargés dans des bombes et prêts à être utilisés. Donc John Kerry dit il faut agir vite, on n'attendra pas, et il y a clairement, et Barack Obama l'a dit aussi, beaucoup de scepticisme parce que cela fait des années et des années que les États-Unis demandent et que la communauté internationale demande à la Syrie de signer la Convention sur les armes chimiques. C'est juste au moment où il va y avoir ces frappes que la Syrie change d'avis avec derrière elle les Russes. Et c'est cela qui énerve beaucoup à Washington. Donc on est très dubitatif sur cette manœuvre que beaucoup qualifient de manœuvre vraiment pour gagner du temps. De nombreux doutes, Stanislas nous disait à l'instant, nombreux doutes à Washington, de nombreux doutes à Paris. Sergueï Parrinov, la menace de frappe ciblée plane toujours. S'il n'y a pas si cette proposition russe ne se concrétise pas, est-ce que vous avez bien conscience que les Américains sont prêts à frapper? Il faut faire le maximum pour concrétiser ces demandes, mais le diable est dans les détails. C'est pareil pour le projet de résolution. Il faut voir le texte pour pouvoir en parler d'une manière plus ou moins compétente. Qu'est-ce que je peux dire encore? On est certain qu'une frappe, qu'une intervention militaire extérieure... Ce qu'on attend peut-être de vous, c'est de dire on va contraindre Damas. Cette fois, on va vraiment contraindre Damas à mettre, justement, à placer son arsenal chimique sous contrôle international, sous contrôle des Nations Unies. C'est contraindre un pays souverain à faire quelque chose qui ne correspond pas à ses intérêts. Damas a accepté l'initiative. Il a accepté la proposition. C'est ce qu'on peut dire maintenant. Puis, c'est le travail d'experts. Lettre par lettre, virgule par virgule, les conditions de son application doivent être écrites et puis mises en vigueur. C'est un grand travail compliqué, personne ne le nie. Mais d'autre part, on sait très bien, et ça, très peu nombreux sont les gens qui peuvent le nier, qu'une frappe, qu'une ingérence extérieure au conflit syrien aura des conséquences absolument catastrophiques pour le pays et pour les pays voisins, pour toute la région. Édouard Rincipel, porte-parole du Parti socialiste, nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Les derniers développements, Édouard Rincipel, parce que je sais que vous étiez dans l'avion. La Russie rejette donc le projet de résolution français. Donc il y a une bataille qui s'engage ce soir aux Nations Unies. La Russie qui ne veut pas contraindre finalement Damas, ne veut pas d'une résolution contraignante sous chapitre 7 des Nations Unies. Que répond ce soir la France à ce rejet russe? D'abord, il faut se féliciter qu'il y ait des avancées. D'abord, la première des avancées, c'est que la
proposition russe marque d'abord une reconnaissance de l'existence de ces armes chimiques et de leur utilisation. Et cela marque aussi que la Syrie les reconnaît, puisqu'ils acceptent la proposition faite par les Russes, qui est une proposition avec beaucoup d'intérêt. Simplement, il faut s'assurer que cette proposition puisse être suivie des faits. On ne peut pas être uniquement dans des propositions qui finiraient par être simplement verbales. Il faut rappeler aussi qu'on a beaucoup, parfois moqué, s'interroger sur cette espèce de discours un peu fort sur la question après le 21 août, sur l'utilisation des armes chimiques, à la fois par François Hollande et par Barack Obama. La réalité, c'est que cette détermination-là a permis aujourd'hui de continuer, de sortir de ce blocage. Et je pense que la proposition russe nous permet d'avancer. Il y a encore des désaccords. Mais alors, Édouard de Riancibel, il y a un gros désaccord. Il y a deux Oui. gros désaccords. Il y a un énorme désaccord, et Sergueï Parinov nous le disait tout à l'heure, c'est concernant les responsables de l'attaque chimique du 21 août. Ils doivent être punis, a dit Laurent Fabius, et la Cour pénale internationale doit être saisie. Or, ce que répondent les Russes, que répond M. Parinov sur le plateau, il dit « Donnez-nous les preuves que c'est bien le régime syrien qui a commis cette attaque chimique. » Alors, avant de punir, il faut définir le coupable. Je pense que... Pas le désigner. Pas le désigner, surtout pas ça. On comprend ce que vous dites. Évidemment, il ne faut pas faire de procès d'intention et il ne s'agit pas d'accuser des innocents, bien au contraire. Mais je crois que nos services de renseignement, et la DGSE en particulier avec la direction du renseignement militaire et l'ensemble des autorités françaises, ont montré suffisamment qu'il ne pouvait pas s'agir d'autres personnes que le régime de M. Assad. Je pense que là, ce sont des discussions que nous pouvons avoir de pays à pays. L'important dans cette affaire, c'est qu'il faut construire les choses maintenant à partir de cette proposition que votre pays a faite, qui me paraît intéressante, d'intérêt. Maintenant, je crois que toutes les options doivent rester ouvertes. C'est ce qu'a signifié le président François Hollande dans sa discussion avec le président Obama. Aujourd'hui, tout le monde était rassemblé pour... je crois qu'il y aura une résolution qui sera proposée tout à l'heure, France, États-Unis, Grande-Bretagne. On voit les Européens aujourd'hui se rassembler autour d'un certain nombre de condamnations et pour une réponse forte. Je crois qu'aujourd'hui, il y a toujours la possibilité pour que l'on s'en sorte, c'est-à-dire qu'on règle cette question des armes chimiques quand même, parce que c'est l'essentiel. Il faut séparer ce qui se passe dans la guerre civile, qui dure depuis trop longtemps, mais qui est une guerre civile, de l'utilisation des armes chimiques qui a franchi un seuil. On est en train de se rassembler déjà sur l'existence de cette utilisation. Il faut maintenant que toutes les options restent ouvertes, parce que je crois que la détermination à la fois de la France et des États-Unis... On doit rendre l'antenne, toutes les options restent ouvertes, et notamment l'option militaire. Et on va en parler dans la seconde partie de ce débat. J'ai été clair, toutes les options, c'est toutes les options. Et l'option militaire, on va en parler dans un instant. À tout de suite.